Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aborder un sujet très, j'allais dire, très quotidien, mais qu'on ne voit pas. Bonsoir Léo Brodic, donc vous Bonsoir. êtes également du comité Pan- Pangar, j'allais dire Panda, Pangar, j'ai besoin de câlin moi actuellement. Et là, le sujet qui vous intéresse, vous, c'est comment, j'allais dire, un petit peu recycler l'eau avant de partir vers la mer. Ça englobe ces notions-là, en effet. C'est des projets de recherche où on s'intéresse justement à la manière d'habiter la Terre et les conséquences que ça aura sur le milieu marin. Autrement dit, comment l'eau de pluie, quand elle tombe sur la Terre, bah, elle va rencontrer des endroits où il y aura de la forêt, il y aura des endroits où il y aura des habitations, des endroits où il y aura des agricultures. Et tout cela fait que l'eau va être chargée en éléments, pollués ou non, et se retrouver dans le récif corallien. Et aujourd'hui, quel est le constat qu'on fait je veux dire, à La Réunion, tout ce qui est de l'eau de pluie qui tombe sur La Réunion, comment ça se déverse ensuite dans la mer? Et ça, c'est tout le sujet, en effet, central, puisque, ben, on le sait très bien, à La Réunion, les pentes sont très abruptes, et quand il pleut, et il peut pleuvoir des quantités très conséquentes, l'eau va avoir la capacité de lessiver les sols. Et elle va lessiver, du coup, les herbicides qu'on retrouve notamment dans les champs de canne à sucre, les différents pesticides dans les champs d'agriculture, les milieux urbains où, bah, bien entendu, il va y avoir des fuites d'un peu de tout type d'huile ou autre, mais aussi les eaux usées des maisons domestiques qui ne sont pas toujours raccordées à la station d'épuration la plus proche, ou alors qu'il y ait beaucoup de fuites dans le réseau. Ce qui fait que l'eau de pluie qui est, on va dire, pure quand elle tombe sur l'île de la Réunion, elle va, à cause d'un aménagement historique, hérité de la période coloniale, tra- plus elle va descendre, plus elle va se polluer en différents éléments. Et quand elle tombe et elle finit dans le récif corallien, là, ça pose problème, puisque le récif corallien, les coraux, sont très sensibles à cette qualité de l'eau. Il suffit d'un tout petit peu de pollution pour que les coraux soient en danger et peuvent aller jusqu'à mourir. La démarche aujourd'hui à La Réunion, on voit bien, il n'y a pas vraiment j'allais dire, un projet pour d'abord réduire les intrants dans les champs, on voit au niveau européen, au niveau français, que on veut toujours utiliser le plus possible d'herbicides, de pesticides. Euh, la- il n'y a pas un travail de fait en amont pour essayer de réduire le volume de ces produits nocifs pour le récif corallien. Tout à fait. Et ça pose des questions de fond, parce qu'au final, les connaissances scientifiques sur la manière de faire de l'agriculture, on les connaît, pour justement sortir de ces systèmes conventionnels, sortir des grandes monocultures et favoriser plutôt des agricultures raisonnables, même biologiques, permaculture, agroforesterie. Et plus que le savoir scientifique, et à La Réunion, on a la chance de ça, c'est le savoir créole qui, on sait planter pour manger. Et malheureusement, ce savoir est soumis à une pression de cette vision très monoculture. Donc, on peut peut-être être en train de perdre ce savoir, mais toute l'importance, c'est de garder ce savoir-là pour changer les pratiques actuelles et revenir sur des pratiques peut-être plus anciennes, accompagnées des savoirs scientifiques qui se sont perfectionnés ces dernières années. Comment trouver un équilibre entre la nécessité pour les agriculteurs à avoir une rentabilité et la protection de la nature? C'est toujours la même équation, je suppose. C'est là où c'est intéressant de revenir sur l'histoire coloniale de la Réunion, parce qu'au final, on se rend compte assez vite que les grands propriétaires terriens, encore aujourd'hui, héritent de la période coloniale et donc héritent de toute l'histoire de l'esclavagisme. Si ces grands propriétaires terriens aujourd'hui ont le pouvoir grâce au foncier, mais aussi aux influences avec les politiques, ils orientent le développement du territoire sur bah, des systèmes économiques, des systèmes agricoles qui perdurent leurs intérêts. Mais tout l'intérêt, ben, et du coup, ce qui ne va pas dans leur intérêt, c'est de changer cette dynamique-là pour revenir sur des systèmes agricoles où on va avoir des parcelles peut-être plus petites, mais aussi plus productifs, et de changer de ce système agricole, et in fine,
Là, on va revenir sur une connexion où le récif, où la qualité de l'eau dans le récif pourrait être de nouveau meilleure. C'est un paradoxe, mais aujourd'hui, les agriculteurs comptent surtout sur les subsides européens. Mm. Tout ce qui est les aides que l'Europe envoie pour compenser l'éloignement, l'insularité. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de Tereos, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas droit de demander ces moyens-là. S'il n'y a plus d'usines, ils ne feront plus de canne. Donc c'est pour ça que je disais quelque part, c'est Tereos qui a la main sur tout et qui leur permet de gagner. Comment ils peuvent aller contre ça? Et c'est là où c'est des sujets complexes et ça englobe des relations de pouvoir entre les différents politiques, les secteurs économiques et la population. Et peut-être que des éléments de réponse justement pour changer cette dynamique, c'est que la population devienne un contre-pouvoir, arrive à se mobiliser d'une certaine manière pour en fait simplement demander à avoir de la nourriture de qualité, avoir une condition de vie qui ne les mette pas en danger, notamment dans un système où on a le changement climatique qui est bien présent. Et en parallèle, on voit que nos écosystèmes naturels qui nous protègent d'événements extrêmes, comme la barrière récifale qui, quand il y a des cyclones ou des fortes houles, va venir limiter les impacts de ces grandes vagues sur le littoral et donc les submersions marines, mais de pouvoir préserver ces écosystèmes-là pour nous protéger de ces événements extrêmes. Alors là encore, pareil, je veux dire, quand on regarde aujourd'hui, ce sont les plus forts, les plus riches qui décident, ne serait-ce qu'au niveau du modèle de canne qu'il faut planter, des modèles de produits agricoles qu'il faut choisir, la semence qui viennent toujours des gros groupes, des groupes qui, eux, n'ont pas d'état d'âme, qui peuvent se payer des flopées d'avocats pour défendre leur démarche. Comment un agriculteur, à son niveau, peut échapper à ça? C'est par les initiatives territoriales, à mon sens, et c'est une réponse parmi d'autres, mais ça va être justement de se réapproprier son territoire, se réapproprier sa propre terre. Là, il y a en ce moment la révision du schéma d'aménagement régional, le SAR. Il y a eu une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort. Il a été mention de la part des citoyens la proposition de favoriser les jardins partagés. Rien que ça, bien sûr, ce n'est pas forcément l'agriculteur conventionnel comme on imagine, mais ça redevient sur un système plus territorial du quartier, de sa commune, pour changer à l'échelle communale des pratiques qui se retrouvent à l'échelle régionale. Et c'est un exemple assez paradoxal d'ailleurs. Le basculement de l'eau de l'Est vers l'Ouest, on le voit, et aujourd'hui l'Est se retrouve avec des coupures d'eau assez récurrentes. Là encore, on voit que la politique n'a pas réfléchi à la stratégie, à la décision, et qu'on a surtout voulu satisfaire les plus puissants de la Réunion. Tout à fait, et là on revient sur cet héritage colonial, puisque la première proposition de ce projet, le projet ILO en 89, a été faite justement par le propriétaire des sucreries de Bourbon. Le département a refusé son projet, mais un an plus tard, le département a accepté le projet. Donc au final, c'était bien cette dynamique-là de vouloir prendre l'eau de l'Est pour l'agriculture de l'Ouest. Et tout ça, ça a eu des conséquences majeures sur cette notion de continuum terre-mer, sur le fait que la terre soit connectée avec la mer, notamment avec la circulation de l'eau, puisque les quantités d'eau arrivant dans l'Ouest, qui est normalement une zone plutôt sèche, sont devenues beaucoup plus importantes. Donc beaucoup plus d'eau douce dans le récif corallien. Déjà que l'eau douce, c'est dangereux pour le récif corallien parce que les coraux ont besoin d'une eau salée. En plus de cela, comme on a dit tout à l'heure, les pratiques sur le terrain, que ce soit agricole ou urbaine, font que l'eau est polluée. Donc d'autant plus d'eau douce et polluée dans le récif corallien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à des recouvrements coralliens de l'ordre de 15% sur l'ensemble du récif. Ce qui est dramatique, qui est drastique plutôt, puisque dans les années 60, 70, on était plutôt à l'ordre de 60-70%. Et ça, je vous dis 15% avant les événements de Garance et avant le blanchissement corallien de l'été passé. Alors la question aujourd'hui, elle est un petit peu, je dirais, vicieuse. Il faut plus de pluviométrie ou moins de pluviométrie? En tout cas, je ne sais pas si c'est plus ou moins, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'intéresser vraiment à cette question de l'eau
et comment elle va circuler sur la Terre. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle doit être stockée? Stockée pour qui? Pourquoi? Et quand elle retourne dans le milieu naturel, donc soit dans la Terre, soit dans le récif, quelle qualité on la veut? Parce qu'il faut garder en tête que le récif corallien, c'est lui qui nous évite les submersions marines et toute la population côtière qui y habite. Mais on le voit, hormis pour les agriculteurs avec les retenues collinaires, Mm. euh, la Réunion n'a pas institué, ce que l'île Maurice a institué, mettre des bacs d'eau de récupération au-dessus du toit. Mm, mm, mm. La Réunion n'a pas institué, ne veut pas. Mais du temps, on en parle, c'est un vœu pieux, mais pour l'instant, personne n'a essayé vraiment de dire on peut avoir chez soi j'allais dire des bidons de 100, 200 litres, Mm, 300 mm, litres pour avoir un peu d'eau, ne serait-ce que pour les animaux ou pour le jardin. Exactement. Mm. Mais on n'essaye pas de réutiliser cette eau-là. Et là, ça souligne bien le fait que j'ai l'impression que beaucoup de gens partagent, c'est que les solutions pour sortir du problème, on les a. Ces histoires de bassines chez soi qui nous permettent d'avoir de la récupérateur d'eau, les gens le font déjà chez eux. Des bons camarades qui sont dans le sud profitent justement de la pluviométrie importante pour être très peu dépendants de l'eau du robinet. Et ces solutions-là, s'il y avait une volonté politique derrière de se dire bon, bah d'accord, un peu comme le compost. Maintenant, on a de plus en plus de composteurs à la maison. Ben, maintenant, ayons des aides du territoire pour avoir un bac d'eau qui nous fait que quand on a besoin d'arroser, quand on a besoin de cuisiner ou autre, on n'est pas dépendant de la ressource. Le politique est souvent sur une posture, j'allais dire, assez subtile. Parce que aider à récupérer l'eau, c'est moins de recettes sur les factures. Et c'est ça aussi. Je veux dire, on peut comprendre que le politique essaye de gagner pas mal de recettes pour équilibrer son budget et avoir des projets, plutôt que de réduire les recettes et se retrouver au bout des critiques, quoi. Et ça rejoint sûrement des questionnements sur justement comment réussir à changer une trajectoire politique. Comment réussir à changer un projet qui est ancré depuis aujourd'hui à La Réunion des centaines d'années. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une impasse. On est en danger pour la paix sociale à La Réunion avec le changement climatique. Elle est en danger vu que les différents écosystèmes ne maintiennent plus leur fonction naturelle et la population va être d'autant plus vulnérable aux événements extrêmes. Donc aujourd'hui, face au mur auquel on fait face, on n'a qu'à voir Mélissa dans les Antilles, Chido à Mayotte et Garance cette année. On a besoin de s'adapter. On a besoin d'anticiper en plus les changements à venir. Sauf que les solutions concrètes, on les a, mais on voit que le changement de trajectoire politique a du mal à se mettre en place. Et là, toute la question, elle se pose ici. Et à mon sens, des éléments de réponse, et ce n'est pas du tout les seuls, mais ça va être que nous, citoyens, citoyennes, on se sente concernés directement par le sujet et qu'on fasse fi de notre pouvoir. On a un pouvoir, en tant que citoyen dans une démocratie, de demander à nos élus des comptes en disant « Je vous ai mis au pouvoir, c'était pour répondre à des objectifs. Si vous ne les faites pas, bah en fait, il y a problème. » Donc moi, je revendique ma position de citoyen ou citoyenne en disant il faut changer cette trajectoire. Et c'est peut-être en reprenant notre pouvoir citoyen qu'on aura ce problème-là a été souvent posé et on n'a jamais trouvé la réponse, même si un jour il y a un politique qui a sorti une idée, c'est l'eau de Takamaka. L'eau qui est rejetée à la mer, l'eau douce. Alors cette eau-là, est-ce qu'on pourrait à la rigueur le recycler à quelque chose, ne serait-ce que pour l'agriculture déjà? Mais bien entendu, c'est des eaux qui pourraient servir justement. Après, bien sûr, il faut revoir les conséquences sur le système hydrique, donc le système de l'eau dans sa globalité. Et il y a plusieurs cascades, plusieurs cours d'eau qui pourraient faire office de réservoir pour réalimenter les différentes pratiques. On parle aussi de profiter des eaux usées en sortie de station d'épuration pour de l'agriculture. Après, ça pose des questions sur la qualité de l'eau en sortie de steppe, etc. Mais en tout cas, ça souligne encore que des solutions sur le territoire de Réunionnais, on est rempli de ressources pour répondre aux changements auxquels on doit faire face.
On a vu ce bassin qu'ils ont réalisé à Saint-Philippe, je crois, pour qu'ils puissent aller nager, Mm. quel que soit le temps. J'ai- j'ai- euh, J'allais dire que lorsqu'ils ont envie de quelque chose, ils sont capables de le faire. Oui, on n'a pas, sur les choses qui sont beaucoup plus importantes, il y a moins de volonté apparemment. Exactement, et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec la volonté territoriale de développer le tourisme, parce que ces bassins sur le littoral, que ce soit à Saint-Philippe ou à Grand'Anse avec le projet qui est en cours, ou différents bassins comme historiquement à Boucan-Canotte, c'est à développement touristique pour accueillir et atteindre les objectifs fixés à 2030, qui sont de 750 000 touristes définis par le comité réunionnais du tourisme. Et ces orientations-là, elles vont pas en faveur, ou en tout cas, a priori, elles ne vont pas en faveur des solutions qu'on a besoin de mettre en place pour répondre au changement climatique en cours. Si le récif corallien est aussi peu en forme, si on peut dire, ces dernières années, c'est notamment à cause de l'urbanisation de la plaine littorale. Oui. Et cette urbanisation, elle a été faite à partir des années 60, ou en tout cas elle s'est accélérée dans les années 60, où justement il y a eu les coopérants de métropole qui sont arrivés et se sont installés sur cette plaine littorale, alors que la population créole leur disait, mais n'habitez pas là, vous allez être inondés, la mer elle monte jusque là, ou quand il pleut, tous ces endroits c'est inondé. Mais bon, ils n'ont pas écouté, on a développé les habitations et on a développé le tourisme sur cette bande littorale. Aujourd'hui, ça casse tout justement le cycle de l'eau, et ça met en plus de cela en danger une population qui, s'il y a un événement extrême qui arrive, bah, devrait être délocalisée. Et est-ce qu'on anticipe aujourd'hui les zones où cette population, je dis n'importe quoi, mais 1000 personnes, 2000 personnes à reloger, est-ce qu'on anticipe ça? Est-ce qu'on a des gymnases adaptés pour cela? Et ça, c'est des questions d'actualité, justement, comme on le disait avant, sur la révision du schéma d'aménagement régional. On le voit en politique, il faut d'abord qu'il y arrive un événement, pour que, à ce moment-là, ils prennent conscience que c'est le moment d'y penser. L'anticipation n'est pas non plus le point fort en politique. Et pourtant, on dit que gouverner, c'est anticiper. Donc on peut se poser la question En sur fait, gouverner, c'est gérer, c'est pas. Ouais, C'est pas. c'est gérer les crises aujourd'hui. Ouais, c'est gérer. Pour eux, c'est gérer au jour le jour. Mm, mm. C'est pas d'attendre, d'anticiper. On l'a vu, que ce soit pour Garance, à La Réunion, que ce soit pour Chido, et aujourd'hui on voit pour Mélissa, Mm, mm. à la Jamaïque et à Haïti. Ils attendent vraiment le feu de passe, et là ils regardent qu'est-ce qu'il y a à faire, à reconstruire. Exactement. C'est toujours générer de l'argent à partir d'un phénomène. Et c'est pour ça que nous, on se constitue en tant que collectif citoyen avec un groupe d'associations diverses et variées, que ce soit des revendications sociales, revendications environnementales, pour justement demander à nos politiques, reprendre notre pouvoir citoyen et leur dire, bah, en fait, là, on est face au mur, on ne veut pas avoir une catastrophe naturelle, j'ai pas envie d'avoir ma famille qui meurt pour que vous deviez vous réveiller, donc anticiper les situations. Et pour cela, la population est force de proposition. On n'a qu'à revoir la Convention citoyenne par rapport au SAR, comme on disait tout à l'heure. Il y a des propositions très concrètes, réalistes et pertinentes pour réussir à faire de La Réunion un territoire qui soit vivable dans un contexte de changement climatique. Et il y a une chose aussi, bon, je l'ai vécu avec Garance, parce que je suis sorti pour quelque chose et je me suis fait avoir, parce que le cyclone est revenu plus tôt que prévu. Mm. Moi, on est dans l'œil du cyclone, donc c'est revenu. C'est la puissance de l'eau dans ces phénomènes-là. C'est inimaginable, bien sûr. On est impuissant face à ça. Ouais. Et nos infrastructures aussi. Si on n'a qu'à imaginer que c'est justement ces torrents d'eau qui dévalent les ravines, inondent sur un territoire, mais nos infrastructures, que ce soit nos maisons, peuvent être détruites, mais c'est aussi les infrastructures qui nous permettent d'avoir l'eau potable à la maison. C'est aussi les infrastructures qui nous permettent d'avoir l'électricité à la maison. Donc, tout ça, si ces infrastructures sont cassées par la puissance de ces événements, comment on fait pour perdurer nos manières de vivre, ou en tout cas notre sécurité? Rien que ça. Donc toute la solution, pour éviter de finir sur une note un peu pessimiste, c'est comment nous, en tant que citoyens, on peut s'organiser pour réussir à anticiper ces situations-là. En tout cas, il y a une chose dans tout ce que vous avez dit, c'est que finalement, l'être humain a encore la main. C'est-à-dire qu'il peut encore interagir sur son environnement et sur son avenir. Exactement. Et pour cela, peut-être deux choses pour conclure. C'est
de sortir de cette vision qu'on dit souvent technocratique, où on dit, bon, bah, il n'y a plus de récifs, bah, pas grave, on va faire des récifs artificiels et la barrière récifale, elle va continuer à garder sa fonction. C'est sortir de cette vision-là et de réussir à, comme on le disait juste avant, à se mobiliser autour de se sentir concerné pour se mobiliser autour de notre sécurité, tout simplement, et de notre bien-être au quotidien. Merci. Merci à vous. Léo Baudic pour toutes ces informations. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau parce que de toute façon, on est déjà rentré on va rentrer ou on va plutôt rentrer dans la période cyclonique. On verra un petit peu ce que ça donne. S'il y aura des pluies pendant cette période-là, et on aura l'occasion d'en discuter. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.